Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Ce sont deux secteurs névralgiques au cœur de la profession de foi des candidats en course pour Itoudi cette année 2018. Il s'agit du secteur de l'eau et de l'énergie. En dépit d'un potentiel hydroélectrique élevé à 1200 MW selon les estimations de la Banque mondiale, représentant le troisième potentiel énergétique en Afrique et l'un des premiers réservoirs d'eau de surface en Afrique, selon le FAO, l'offre dans le secteur de l'eau et de l'énergie au Cameroun reste en deçà de la demande. Pour comprendre ce déficit énergétique au Cameroun et la problématique de l'accès à l'eau potable, nous dresserons ce soir un état des lieux en explorant en dernière dorsale les promesses faites par certains candidats représentés dans ce studio ce jour. Cette émission, comme les précédentes, admet l'interactivité. Vous pourriez donc réagir au débat par SMS au 695 38 79 46. 695 38 79 46 et au 651 94 11 31. 651 94 11 31. Je vais décliner le profil des invités qui ont bien accepté d'être avec nous ce soir et c'est juste après cette légère transition. Docteur Michael Gamko Tomdio, merci d'être venu ce soir sur les antennes de la télévision du Monde. Vous êtes l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Vous êtes issu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, promoteur d'ING Invest Consulting. Merci de nous avoir rejoints sur les antennes de la télévision du Monde pour cette livraison d'Itoudi. Merci, M. Sanjo. Merci de m'avoir invité pour cette émission. Vous aurez donc face à vous un militant et cadre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, en course également pour la magistrature suprême cette année 2018. Le maître Fidèle Djoumbissi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Yves et salut à tous les téléspectateurs de LTM. C'est un plaisir renouvelé pour moi de revenir sur ce plateau et surtout à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre, dont la campagne est lancée depuis samedi dernier, c'est-à-dire le 22 septembre, et que notre candidat, le professeur Maurice Kamto, malgré les difficultés administratives, a quand même lancé sa campagne à Bonabéry, samedi à 11 h avec un retard, parce que l'autorité administrative de l'arrondissement de Douala 4e avait voulu empêcher que le meeting se tienne au lieu. Est-ce que ce n'était pas dans un souci de sécurisation justement de la tenue de... Je ne pense pas, parce que initialement, lorsque nous avons rencontré l'autorité administrative, il nous a indiqué que c'était pas possible que nous tenions le meeting à l'endroit que nous avons choisi. Pourtant, c'est un espace qui est réservé pour les manifestations publiques habituelles, les manifestations de routine, comme la fête de 11 février, comme actuellement dans la ville de Douala, c'est décentralisé, c'est pas commune. C'est à cet endroit qu'on célèbre cette manifestation de routine. Et également, lorsqu'il y a des deuils, c'est toujours à cet endroit, et nous ne comprenions pas pourquoi l'autorité administrative n'a pas voulu que nous tenions le meeting à cet endroit et a choisi un autre endroit qui était immergé d'eau, c'est-à-dire il y avait que des flaques d'eau. Il nous a envoyé là-bas. Néanmoins, ce meeting s'est tenu. Oui, le meeting s'est tenu grâce à l'opiniâtreté de nos militants qui ont bravé l'interdiction, qui ont défié l'interdiction pour que le meeting se tienne. Et je salue les braves militants du MRSC qui ont fait preuve de courage pour défendre leur liberté et leurs droits. Et je pense que si les Camerounais faisaient ainsi, les autorités administratives qui veulent empêcher que les Camerounais exercent leurs droits et leurs libertés devraient toujours reculer. Des propos aux allures de plaidoyer, vous comprenez parfaitement qu'il s'agit d'un avocat inscrit au barreau du Cameroun, Maître Fidèle Djoumbissi. Je vous propose qu'on entre dans le vif du débat. Je vais certainement commencer avec le docteur Michael Gamko Tomdio. Monsieur le ministre, le déficit énergétique au Cameroun est une réalité, mais comment comprendre cela?
Merci beaucoup, M. Sanjo. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, la population, le monde industriel, que l'État du Cameroun en ce qui concerne le développement. L'électricité, parce que c'est un outil, n'est-ce pas, de développement. Et Dieu merci, le Cameroun regorge, comme vous avez parlé à votre introduction, comme vous avez dit à votre introduction, d'un très grand potentiel, peut-être même le deuxième en Afrique. L'étude a été faite sur ces potentiels par la SONEL dans les années 79-82 et ces potentiels est autour de 290-300 TWh de potentiel sauvage. Mais des potentiels équitables se situent autour de 115-120 TWh. Ça, ce sont des termes un peu techniques, mais en revenant sur le problème même, aujourd'hui, nous exploitons jusqu'à très récemment que le fleuve Sanaga. Le fleuve Sanaga et ses affluents peuvent nous fournir quelque chose comme 360 TWh par an, mais nous n'avons que 2 usines sur le fleuve Sanaga qui sont les DA qui étaient construites en 53 et les Songloulou. Mais le potentiel de fleuve Sanaga elle-même au Cameroun constitue à peu près 53% de notre potentiel d'électricité. Donc vous voyez que nous exploitons quelque chose comme 1,5, maximum 2% du potentiel de Sanaga. Pendant longtemps, près de 20 ans, n'est-ce pas, nous n'avons pas pu investir dans ce secteur, c'est-à-dire l'État du Cameroun n'a pas pu investir dans ce secteur parce qu'on était sur l'ajustement structurel. Mais dès qu'on a sorti de l'ajustement structurel, vous avez vu que l'État a donc lancé, n'est-ce pas, les constructions qui, comme vous le connaissez, nous avons Lompanga, nous avons Memvelé, nous avons Mekin, nous avons Kribi, qui est une usine à gaz. Et tout dernièrement, on a lancé l'appel d'offres pour Beni Awarak et pour Nachtigal. Et nous avons une petite usine à pied à Lompanga qui va desservir l'est du Cameroun. Donc, vous voyez que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour rattraper le retard. Maître Fidèle Djoumbissi, le ministre semble indiquer que finalement le déficit peut aussi s'expliquer par ces fameux plans d'ajustement structurel. Nous sommes passés par là dans les années 80. Quel est le regard que le mouvement pour la renaissance du Cameroun jette sur cette question du déficit énergétique dans notre pays? Oui, monsieur le ministre l'a bien relevé, le potentiel que nous disposons en termes d'énergie, je pense que ce potentiel s'élève à plus de 12 000 mégawatts. Et qu'aujourd'hui, le Cameroun produit à peu près 1200 ou 1300 mégawatts. Et il est toujours très facile pour le gouvernement en place, pour le régime, de justifier son incapacité et son incompétence par le phénomène de crise. Et nous pensons qu'il y a
il y a des pays qui n'ont pas nos possibilités et qui parviennent quand même à fournir de l'énergie à leur population. Et je pense que si aujourd'hui le déficit est énorme, c'est à cause de la mauvaise gouvernance du gouvernement en place, c'est-à-dire le gouvernement RDPC, et qu'il n'y a pas une politique volontariste de développement du potentiel énergétique que nous disposons. Parce que les sources d'énergie que nous avons sont multiples. Et il n'y a pas que l'énergie hydraulique. Il y a l'énergie solaire, il y a l'énergie éolienne, également les énergies renouvelables, comme ce qu'on appelle les biomasses. Donc, le potentiel est énorme et nous pouvons constater que le Cameroun est couché sur un potentiel énorme énergétique et il n'y a pas d'énergie. Et c'est le régime en place qu'on doit blâmer. Yves, je peux vous dire, mon téléphone actuellement est complètement déchargé. Depuis le matin, je n'ai pas pu travailler à mon bureau parce qu'il y a délestage. Il y a délestage parce qu'il n'y a pas d'énergie. Donc, les entreprises comme les ménages au Cameroun n'ont pas suffisamment d'énergie. Nous sommes habitués au délestage tous les jours. Hier soir, j'ai dormi sans électricité. Le matin, j'arrive au bureau, il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est l'incompétence du régime en place. Parce que nous avons suffisamment du potentiel pour que les Camerounais puissent avoir l'énergie. C'est pour ça qu'au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous disons que nous pouvons résumer notre programme sur ce point. Ce sera l'offre abondante en énergie. L'offre abondante en énergie. Et dans notre programme, nous indiquons clairement que sur 10 années maximum, tous les Camerounais auront accès à l'électricité. Et tant que, c'est-à-dire les ménages comme les entreprises auront accès à l'électricité. Et nous promettons aux Camerounais, c'est-à-dire surtout aux ménages, qu'avant la fin du mandat... Avant d'en arriver aux promesses, j'aimerais qu'on fasse le tour de l'état des lieux et on va certainement sortir avec les promesses contenues dans le programme politique du candidat du MRC. Mais je voudrais d'abord qu'on dresse l'état des lieux de la situation. Oui, l'état des lieux, c'est-à-dire en matière d'énergie comme en matière de l'eau, le gouvernement a reçu des financements énormes, c'est-à-dire des bailleurs de fonds, et que ces financements n'ont pas été utilisés à bon escient, non, avec ce que nous connaissons, la mauvaise gouvernance, le détournement massif et la corruption. C'est l'une des causes pour lesquelles les Camerounais n'arrivent pas à avoir accès à l'électricité comme à l'eau, parce que les financements reçus ont fait l'objet de mauvaise gestion, parce que le potentiel est là, et comme monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, on est à peu près à 1300 mégawatts produits, mais avec une dispersion de plus de entre 400 et 500 mégawatts du fait de la vétusté du dispositif du transport de l'énergie. Et que aujourd'hui, il y a ce déficit-là que nous devons régler et nous ne pouvons plus faire confiance à ce gouvernement sur cette question. Et voyez-vous, à l'extrême, dans la partie septentrionale du pays, où il y a l'énergie solaire, ce gouvernement n'a pas pu mettre en place c'est-à-dire les photovoltaïques. Donc voilà la situation. Mais, monsieur le ministre, vous avez dressé vous-même ce potentiel hydroélectrique que l'on a au Cameroun, mais l'on constate que l'une des conséquences justement de ce problème de production de l'énergie électrique, ce sont les délestages qui sont quasi courants pour ce qui est des ménages. Il y a des programmes qui existent au niveau du gouvernement et qui ont été enclenchés dans le cadre des mesures d'urgence pour essayer de réduire de manière considérable ces fameux délestages-là. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, du haut de votre statut, vous avez le sentiment que ces programmes ont permis une nette amélioration de l'accès à l'électricité? Oui, merci beaucoup. Je crois que je dois réagir
Tout à fait, Monsieur le ministre, tout à fait. La position du MRC que Maître a pris sur l'énergie électrique, c'est un domaine technique et quand on parle, il faut parler en professionnel. De votre présence ce n'est pas la politique. De votre présence, nous sommes dans un domaine technique. Ok? Donc, il faut faire attention. Je dis donc que pendant plus de 20 ans, on a été sur l'ajustement structurel, ce qui a freiné l'investissement dans l'infrastructure. Et dès qu'on a sorti de là, l'État a donc, n'est-ce pas, pris des choses en main et ils ont commencé à réinvestir dans l'infrastructure. Et nous parlons d'un petit secteur d'infrastructure qui est ici énergie hydroélectrique. Peut-être nous allons entrer dans l'eau et autre chose. Tout à fait, on entrera dans l'eau. Si on reste donc dans ces domaines, il faut savoir que construire un barrage coûte très cher. Et ce n'est pas des choses qu'on construit du jour au lendemain, un barrage. Pour construire un barrage, prend plus ou moins 5 ans pour le faire. Ce n'est pas un problème de la technologie, etc. C'est ce connu. OK? J'ai donc dit que l'État a investi pour rattraper les déficits dans Lompanga, dans Mainvelé. Lompanga va corriger les déficits sur le Sanaga. Lompanga, c'est un barrage de plus de 6 milliards de mètres cubes qui va décharger l'eau pendant la saison sèche pour que le barrage de Sondulu et Edea reste au niveau de production maximale. Vous comprenez? Parce que auparavant, pendant la saison sèche, vous savez, la production baissait parce qu'il n'y avait pas l'eau. Donc nous avons rattrapé cela pour que tout le long de l'année, ces barrages produisent au maximum. OK? Et maintenant, l'État a investi dans Mainvelé, qui, dans bientôt, va pomper, n'est-ce pas, 201 mégawatts dans le réseau. J'ai parlé des Mikin, qui va pomper 12 à 15 mégawatts dans le réseau. J'ai parlé des petits barrages sur les pieds de Lompanga. Et j'ai dit que l'État a lancé déjà l'appel d'offres pour Nachtigal et pour Bini-Awarak. Vous comprenez? Et je vous ai parlé, ça c'est ce qui concerne, il y a d'autres projets dans le pipeline, n'est-ce pas? De côté production encore, en ce qui concerne, mon maître a parlé, n'est-ce pas, d'autres sources d'énergie. Nous avons beaucoup de gaz. De côté de gaz, nous produisons 2009 mégawatts à Kribi. Oui. Et les équipements sont déjà en place, de sorte que d'ici peu de temps, moins de 6 mois, 1 an, on va doubler cette production. Vous comprenez? Donc, nous allons crescendo pour résoudre ces déficits. Donc, ce n'est pas question de mauvaise gouvernance, c'est question d'avoir les moyens pour développer tout ça. Et c'est le crédit, c'est les prêts que l'État prend pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ce problème. Ça, c'est côté État. Mais si vous lisez la loi sur le secteur de l'énergie qui a été mise en place en 2010, vous allez remarquer que ce secteur de l'énergie
électrique est divisé en trois. Il y a la production, il y a le transport et il y a la distribution. Étant donné ces rôles, nous avons privatisé, n'est-ce pas, l'État a privatisé ce secteur. Le secteur de production est ouvert à tout entrepreneur, à tout le monde qui veut investir pour vendre l'électricité, n'est-ce pas, dans le secteur. C'est depuis 2006 que ce secteur est ouvert. S'il vous plaît. C'est depuis 2006, il me semble. Depuis 2010, cette loi a été mise en place. Et ensuite, le secteur de distribution d'énergie est aussi ouvert. C'est-à-dire que n'importe quelle société privée peut investir là-dedans. N'est-ce pas? Mais le secteur de transport est une société d'État. Et Sonatel est là pour assurer le transport. Pourquoi Sonatel est dans ce secteur? C'est pour des raisons stratégiques. Vous comprenez? Si, prenons l'exemple, nous sommes à Douala, si Manoka n'est pas électricité, l'État peut décider, n'est-ce pas, d'amener l'électricité à Manoka pour des raisons sociales, mais pas seulement économiques. Mais si vous laissez ça dans les mains des privés, ils vont toujours regarder le côté économique, si c'est rentable. Ça, c'est normal, c'est leur job. C'est pour cela. Et tous ces secteurs-là, la production coûte beaucoup d'argent. Le transport également coûte beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc, l'État est en train de faire énormément d'efforts dans cette direction. Je vous ai parlé donc, l'État fait hydroélectrique, nous avons le potentiel, on fait le gaz, mais Maître a parlé aussi de solaire. Nous avons beaucoup de potentiel en solaire. Mais si vous regardez seulement, mais allez même un peu vers l'aéroport, vous allez voir toujours déjà des panneaux solaires que nous avons, qui a été installé pour, n'est-ce pas, donner l'énergie en temps, quand il y a des problèmes, à l'aéroport pour qu'il n'y ait pas de coupure. Et quand on parle de solaire, il faut savoir qu'il y a 20 ans, la technologie n'était pas bien maîtrisée. Le solaire coûtait énormément cher. Le kilowatt-heure de solaire, vous comprenez, coûtait dans les 800 à 900 francs la production. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça a beaucoup baissé. Ça doit c'est autour de peut-être 350 francs encore. Mais quand on parle aussi de solaire, il faut faire attention. Parce que le solaire, c'est l'énergie continue. Vous comprenez? Et cette énergie-là, certainement, on peut utiliser, n'est-ce pas, pour éclairer les maisons, pour charger les téléphones, pour faire, pour donner un peu d'énergie dans le point isolé, etc. Mais ce n'est pas encore une énergie qu'on peut exploiter facilement pour l'industrie, parce que l'industrie utilise l'énergie alternative. Hein? Il faut convertir et cela coûte trop cher pour l'industrie. Bon, ça c'est côté un peu technique. Donc il faut comprendre que ce n'est pas, on ne peut pas dormir de jour au lendemain, dire qu'on va développer, on va produire l'énergie électrique en 1 an, en 2 ans, on aura 500 000 mégawatts au Cameroun, etc. parce que le potentiel y est. Non, non, il faut faire attention. Tout ça, c'est la programmation, c'est la planification, c'est que l'État est en train de faire, c'est que le gouvernement est en train de faire. Et je peux vous dire que le président Paul Biya, depuis qu'il est au pouvoir, a presque triplé, n'est-ce pas, le potentiel, n'est-ce pas, d'énergie distribuée à la population au Cameroun. Maître Philan Djoumbissi,
Monsieur le ministre semble indiquer que la question du déficit aujourd'hui peut s'expliquer par le coût prohibitif de la production, mais la politique gouvernementale et la volonté existent, la planification même existe, et de manière progressive, on s'achemine vers une réduction considérable de ce déficit énergétique. Oui, quand M. le ministre parle du coût prohibitif de la production, nous ne refusons pas que la production de l'énergie coûte cher, mais Monsieur le ministre a parlé des crédits que l'État du Cameroun a bénéficié, c'est-à-dire des emprunts. Et nous pensons que les financements existent. Le financement existe, mais ce gouvernement n'a pas choisi les meilleurs modes de financement. Ils ont choisi les modes de financement qui les arrangent dans les rétro-commissions, dans les passe-passe, comme les chantiers qu'il a indiqués, les barrages que M. le ministre vient de relever, c'est-à-dire le barrage de retenue d'eau de Lompaga, le barrage de Memveleux et tout cela. Et vous savez que depuis que cet ouvrage est en construction, on ne fait que arrondir le financement. Et dans ce type de financement, par emprunt, ils profitent, ceux qui sont au pouvoir, pour faire des détournements massifs. Alors qu'à côté, il y a des financements comme le financement de partenariat public-privé. C'est-à-dire, on peut concéder à un privé, on appelle le système de BOT, Building Operate and Transfer. On peut élaborer le projet, et lorsqu'on a le coût du projet, on fait le marché. C'est-à-dire, on fait une offre aux entreprises privées. Et c'est bien que M. le ministre ait pu relever qu'en 2010, il y a une loi sur l'électricité, c'est-à-dire la loi qui libéralise le secteur de l'électricité, la production de l'électricité. Donc, ça veut dire que les privés peuvent exploiter. Donc, il y a une possibilité de trouver le financement, de faire que les privés puissent exploiter et pouvoir rentrer dans leur investissement avant de transférer à l'État du Cameroun. Donc voilà, c'est pour ça que nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous pensons que les financements existent. Et que demain, quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons utiliser ce financement pour donner l'électricité aux Camerounais. Que M. le ministre ne pense pas que c'est de la chimère de dire que nous allons brancher 80% des ménages camerounais à l'électricité. Au bout du mandat de 7 ans que le professeur Maurice Kamto va amorcer le lendemain du 7 octobre. C'est parce que, j'ai parlé de mauvaise gouvernance tout à l'heure, c'est parce que dans le financement, dans le mode de financement qu'ils ont choisi, ils trouvent la possibilité de s'enrichir. Et voyez-vous, le dernier ministre en charge de l'eau et de l'énergie est actuellement embastillé. Et vous pouvez imaginer ce qui s'est passé pour ces financements. Mais y a-t-il une corrélation avec sa gestion? Je ne dis pas que M. le ministre... Le dossier n'est pas encore sur la table. Je ne dis pas que M. le ministre qui est devant moi s'est rendu coupable. Non, j'ai eu des informations sur lui. Pendant qu'il était dans ce département, il a été un monsieur très correct et il a résisté à toutes les tentations dans ce ministère. Donc, nous pensons que les financements existent et que les Camerounais aujourd'hui se sont sevrés d'électricité. C'est le gouvernement RDPC qui doit rendre compte. Le bilan est désastreux et ils doivent rendre le tablier. Monsieur le ministre, sur cette question du financement de ces fameux barrages-là, peut-on avoir plus de précision? Est-ce qu'on a fait des emprunts jusqu'ici à des taux d'intérêt très élevés? Merci beaucoup. Vous savez, on dit beaucoup de choses comme ça, un peu légèrement. On attend par-ci, par-là. Si vous n'êtes pas dedans,
vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui se passe. Moi, je vais vous dire ce que vous connaissez déjà. Que beaucoup des institutions internationales, beaucoup de nos partenaires, n'est-ce pas, étaient réticents de nous octroyer les crédits pour l'infrastructure. Pas seulement le Cameroun, dans les pays en voie de développement. Vous comprenez? Parce qu'ils évoquaient les problèmes de malgouvernance, le problème des droits de l'homme, patati patata. Vous comprenez? Donc il a été difficile pour nous d'avoir le financement pour développer l'infrastructure, pas seulement dans le secteur électrique, dans beaucoup d'autres secteurs. Mais vous voyez que tout dernièrement, la Chine s'est ouverte au Cameroun. Donc les considérations des autres partenaires, la Chine n'a pas mis ça dans cette considération dans son panier. Et la Chine est devenue un partenaire aujourd'hui pour le Cameroun, grâce à précédent Paul Biya. Ils nous ont octroyé beaucoup de crédits pour développer l'infrastructure. Et c'est pour cela que vous voyez, nos programmes de développement vont crescendo. Ils augmentent dans tous les départements. Quand vous parlez des BOT, PPP, tout, etc., ce sont des techniques connues. Ça, ce sont des techniques de privés. L'État a privatisé le secteur avec la loi. L'État attend que le secteur privé, maintenant, vienne investir. L'État fait sa part. Mais monsieur le ministre, le secteur privé peut faire sa part. Mais monsieur le ministre, c'est pas interdit. Mais monsieur le ministre, on attend que ça. D'ailleurs, en ce qui concerne la distribution, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand on a privatisé, qui est-ce qui a... C'est pas le secteur privé? Est-ce qu'ils ont fait mieux que ce que l'État fait? Non, c'est pour ça que l'État, n'est-ce pas, a pris ses responsabilités, il est réinvesti dans le secteur pour le bien-être de la population et pour le développement, n'est-ce pas, technologique au Cameroun et pour le développement économique du Cameroun. Vous comprenez? Et autre chose, il faut le dire. Vous savez, la Chine octroie des crédits au Cameroun à des taux très favorables. Vous êtes journaliste depuis longtemps, je pense que vous connaissez, n'est-ce pas? Certains de nos partenaires nous proposaient des crédits à 8%, à 9%. Mais je peux vous dire, sans beaucoup me tromper, que la Chine octroie des crédits au Cameroun à des taux très, très préférentiels, même à 2%. C'est imbattable. Ce n'est pas seulement au Cameroun, à d'autres pays. Donc vous voyez que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour cela. Bon. Je peux parler de mon passage, n'est-ce pas, au ministère de l'Industrie. Je ne parle pas du passage des autres. Si vous voulez parler des autres parce qu'ils mentionnent des noms là-bas que je ne sais pas, vous n'êtes pas comptable de leur... Moi, je ne suis pas dans ce débat. De leur gestion encore que les motifs pour lesquels ils sont pour certains interpellés ne sont pas clairement établis. On attend d'ailleurs que la justice se penche sur ce dossier que vous aviez évoqué, Maître Ndioumbissi. La segmentation du secteur de l'énergie aujourd'hui, est-ce que c'est une solution? Vous qui avez évoqué la question de la vétusté des conduits électriques, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on a désormais une entité qui est chargée de la maintenance de ce conduit électrique-là et une entité chargée véritablement de la commercialisation du secteur de l'eau. Cette vision, cette façon de voir les choses, peut-il, à votre avis, améliorer la qualité de l'offre? Je dis que nous
nous ne condamnons pas ce qui est bien fait. C'est quand c'est bien fait, nous saluons. C'est-à-dire le fait de rationaliser la production de l'eau, de l'électricité, le transport et la distribution. Le fait de segmenter, de diviser, c'est-à-dire de spécialiser, le fait que chacun puisse avoir une tâche. C'est une bonne méthode. Et nous pouvons apprécier ça, ce que le gouvernement a fait à ce niveau, c'est-à-dire qu'il y ait une entité qui fait la production, seulement la production, une deuxième entité qui fait le transport et une troisième entité qui fait la distribution. Là, de ce point de vue, nous pensons que ça peut améliorer. Donc le problème qui se pose, qui est crucial et que nous avons relevé au début de ce débat, c'est le déficit en termes de production. Le déficit en termes de production par rapport à la demande. Et je pense, le ministre l'a bien relevé tout à l'heure, il est en accord avec moi que si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. À cause de la mauvaise gouvernance et du non-respect des droits de l'homme. Que nos anciens, comme il a relevé, nos anciens partenaires financiers ont évoqué comme raison pour ne pas nous donner les financements dont nous avions besoin. Et très facilement, le gouvernement en place s'est retourné vers la Chine et cette relation avec la Chine qu'entretient le gouvernement en place est une relation toujours suspecte. Parce que il y a toujours un soupçon de collusion frauduleuse entre le gouvernement en place et la Chine pour les financements des infrastructures dans notre pays. Je cite par exemple le cas des ordinateurs qui ont été récemment commandés en Chine et produits en Chine pour les étudiants du Cameroun et qui, à l'usage, se sont avérés impropres, c'est-à-dire pas efficace, c'est-à-dire, et quand on voit ça, on peut déduire que dans ces transactions-là, il y a les dessous de table, il y a les rétro-commissions, et c'est pour ça que ce gouvernement se retourne vers là où c'est facile. Et donc, les gouvernants actuels se préoccupent beaucoup plus de leur bien-être propre, c'est-à-dire le bien-être des gouvernants, et ne se préoccupe pas de l'intérêt général des Camerounais. Et là, ça ne doit plus continuer. Il faut que les Camerounais, le 7 octobre, mettent fin à cela et donnent la direction du pays à ceux-là, et nous sommes de ceux-là, Maurice Kamto est de ceux-là, qui se préoccupent de l'intérêt général des Camerounais et que nous n'allons plus être le géant le géant endormi, le géant énergétique endormi. Monsieur le ministre l'a relevé tout à l'heure, ça dit en Afrique, nous sommes presque le deuxième ou le troisième en termes de potentiel, ça dit troisième, derrière la RDC et l'Éthiopie. Donc c'est une insulte à l'égard du peuple camerounais que nous nous trouvons dans cette situation et que tous les jours, nous connaissons les délestages. Donc, nous pensons et nous maintenons que les financements sont disponibles, le potentiel est là, il faut seulement bien organiser et aller chercher ces financements pour donner l'électricité aux Camerounais. Monsieur le ministre, je voudrais qu'on explore les offres politiques des candidats. Je voudrais aussi également indiquer dans les propos de monsieur le ministre que j'ai entendu. Monsieur le ministre a bien fait de parler de la libéralisation du secteur de l'électricité. C'est une bonne chose que le gouvernement ait pris cette option. Mais ce qui freine, monsieur le ministre, depuis 2010, où sont les décrets d'application ? Parce que de ce point de vue, sans décret d'application et sans arrêter, ça freine l'intervention des privés dans ce secteur. Et c'est la même chose avec la décentralisation qu'on a inscrite dans la Constitution depuis 1996 oui. Et où nous nous retrouvons en 2018, donc 22 ans après, et que cette décentralisation n'est pas implémentée. On a adopté une loi en 2010, nous sommes en 2018, 8 années après, il n'y a pas de décret d'application. Et ça, de ce point de vue, les opérateurs dans ce secteur ne peuvent pas facilement se mouvoir.
Monsieur le ministre, vous réagissez. S'il vous plaît, oui. Vous allez réagir, monsieur le ministre, si vous le permettez. Non, mais parce que si on passait comme ça, ce n'est justement, pas bon. On ne peut pas passer comme ça. C'était pour vous relancer, monsieur le ministre. Donnez-moi juste quelques secondes. Oui. Avec tout le respect que j'ai à mettre, je crois que quand on parle, il faut parler en responsable. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement au Cameroun a cherché la facilité pour avoir trouvé un partenaire comme la Chine. Je crois que ça c'est un insulte, sincèrement. Parce que dans le monde, on cherche que les meilleurs partenaires, les bons partenaires, pour se développer. Vous ne pouvez pas faire bateau seul. Il faut avoir des bons partenaires qui vont vous aider. Encore qu'on parle de la première puissance économique, en tant que pays en voie de développement. Vous comprenez? J'ai dit que, je n'ai pas parlé que, dire que le Cameroun a un record comment on appelle, des droits de l'homme ou quelque chose. C'est-à-dire que les autres ont évoqué. Si vous voulez refuser quelque chose à quelqu'un, ils évoquent ça. Mais si vous lisez bien les choses qui se passent, qui peut donner vraiment la leçon à un autre pays à ce qui concerne le droit de l'homme? Chaque pays a un problème de droit de l'homme. Donc il ne faut pas qu'on parle comme si le Cameroun fait l'exception dans ce domaine, même s'il y avait quelque chose. Vous comprenez? Bon. Et quand on trouve un partenaire comme la Chine, qui nous aide à développer, sincèrement, je crois que Maître qui est là, il dit qu'ils aspirent, n'est-ce pas, monter au pouvoir, mais qu'ils fassent attention, parce qu'il aura besoin de partenaires pour avancer. Vous comprenez? Donc il faut qu'on parle en responsable. Ça c'est bien. Et de deux, le secteur est privatisé. La Sonatrel, qui est le secteur de transport d'électricité, est opérationnel. On attend qu'un décret d'application. Béné Awarak qui est là, l'étude a été faite avec un don des Américains, l'étude. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on a lancé l'appel d'offres au privé qui veut développer Béné Awarak. Je ne sais pas quelle autre forme que Maître demande ou autre chose que demande de l'État de faire. Le NEO est en train de faire, n'est-ce pas, la distribution d'électricité. Et le secteur ouvert à tous autres qui veulent faire, n'est-ce pas, la distribution d'électricité. S'il y a une société qui veut faire la distribution d'électricité, il n'a qu'à faire la demande. Et on va répondre. Il ne faut pas qu'on parle en l'air sans vraiment savoir ce qui est de la réalité. Monsieur le ministre, on va sortir de ce sujet avec les propositions émanant des différents candidats, notamment le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans ce domaine-là, avec peut-être cette question, la mise en service du barrage hydroélectrique de Natchugal peut-il réellement combler le déficit énergétique au Cameroun? On sait qu'on a Meveleu, qui est dans une phase terminale pour ce qui est des travaux, Mekim qui est quasiment achevé, d'autres barrages également hydroélectriques sont quasiment réceptionnés. Est-ce qu'avec la somme de tous ces barrages-là, on peut se dire qu'en termes de déficit, le problème est réglé? Je vous ai dit que nous sommes en train de monter crescendo. Le Cameroun n'est pas stagnant. La population augmente. L'industrie augmente.
n'est-ce pas? Donc la demande est continuelle. Ce n'est pas seulement au Cameroun, comme dans tous les autres pays du monde. Vous voyez, vous pouvez voir que la Chine, les États-Unis, la France, l'Europe, c'est continuel. Ils continuent à faire des efforts pour, n'est-ce pas, donner électricité, on parle d'électricité, n'est-ce pas, à la population et à l'industrie. C'est pour cela que, vous voyez, dans ce pays-là, ils investissent même dans ce qu'on appelle le nucléaire. Et je ne vous apprends rien. Vous connaissez les accidents qu'on peut avoir là, avec le nucléaire. Vous comprenez? Mais parce que l'industrie doit fonctionner, parce qu'ils doivent venir aux besoins de la population, ils doivent investir, ils sont obligés d'investir dans le nucléaire. Donc, le Cameroun, je vous ai dit, a un grand potentiel. Et le programme de gouvernement, si vous regardez, n'est-ce pas, le 35, ce n'est pas seulement de venir aux besoins, n'est-ce pas, de la population et de l'industrie, et avoir une réserve, c'est même de vendre l'électricité aux pays voisins du Cameroun. Vous comprenez? Alors, donc on ne s'arrête pas. L'étude que la SONEL avait fait, comme je vous ai dit au début, de 79 à 80, on avait inventorié plus de 112 à 115 sites hydroélectriques au Cameroun. Sur les 112 à 115, on a fait l'étude préliminaire sur 59. Vous comprenez? Donc, nous avons cette information et nous tenons à l'exploiter. Tout dernièrement, vous avez lu dans la presse qu'on a ressorti, n'est-ce pas, l'exploitation de la bauxite de Minimatap, n'est-ce pas? C'est un domaine qui absorbe beaucoup d'énergie électrique, vous comprenez? Donc ce développement-là de Minimatap va aller avec le développement d'autres sites électriques qui va soutenir, n'est-ce pas, le développement de cette industrie électrique d'aluminium au Cameroun. Je peux vous parler d'autres industries comme le minerai de fer et consorts. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est sur le développement intégré qui entre dans tout un package. Vous comprenez? Tout à fait. Et donc, ce sont des choses qu'on étudie, on programme et on recherche le financement et on développe. Maître Fidèle Djoubissi, on en vient aux offres politiques. Votre candidat propose exactement quoi pour améliorer la qualité de l'offre énergétique au Cameroun? Oui, avant d'y arriver, je voudrais relever, faire une observation sur ce que M. le ministre vient de dire, parce qu'il a indiqué que son candidat, M. Biya, est en train d'aller crescendo, mais je vais attirer l'attention des électeurs sur le fait que le rythme de production, d'offres d'énergie aux populations camerounaises et aux entreprises est très lent pour ce régime. C'est-à-dire ce rythme ne suit pas le rythme de la croissance de la population et également le rythme du développement de l'industrie. Et je peux donner pour illustration la promesse qui a été faite en 2011 par le président candidat sortant,
il avait dit qu'en 2014, le déficit devait être complètement comblé. C'est-à-dire que Menvele, Menkim, Lompaga, tout cela devrait fonctionner. Et nous sommes en 2018 et nous continuons à connaître les délestages. Donc ce rythme est très lent et les Camerounais ne doivent pas continuer à souffrir. Et c'est pour cela que propose le professeur Kamto le 7 octobre, que les Camerounais portent leur choix sur le professeur Maurice Kamto, candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pour que nous puissions exploiter le potentiel, toutes les ressources, toutes les sources d'énergie que la nature, que Dieu nous a dotées, et que nous allons réaliser le décollage énergétique du Cameroun en dotant la partie septentrionale du Nord des photovoltaïques, c'est-à-dire en construisant des champs photovoltaïques, c'est-à-dire en exploitant l'énergie solaire. Parce que quand vous allez dans la partie septentrionale du Nord, la partie septentrionale de notre pays, autant pour moi, vous constatez que dans cette partie du pays, il y a un déficit criard d'énergie, c'est-à-dire le déficit là-bas est plus grave. Je ne sais pas si vous avez fait un séjour dans la partie septentrionale du pays. Moi j'y étais, j'étais jusqu'à Afadé, qui est dans le Gondeshari, pas loin du Nigeria, et que j'étais là-bas en 2015, et le jour où je suis parti, le lendemain, Boko Haram a attaqué. Donc je connais un peu cette partie du pays et je connais le déficit énergétique qu'il y a dans cette partie du pays. Donc c'est pour ça que nous disons que dans cette partie du pays, nous allons développer l'énergie photovoltaïque. Et pour la partie méridionale de notre pays, la partie sud, Monsieur le ministre l'a bien relevé, 115 sites qui ont été inventoriés. 115 sites de sources hydrauliques d'énergie. C'est-à-dire, au Cameroun, la plupart des départements portent le nom de fleuves, le Vouri, le Nkam, ainsi de suite, la Salaga. Et nous pensons qu'il faudrait faire des petits barrages sur des cours d'eau, c'est possible sur les sites que M. le ministre a relevé, pour permettre d'alimenter les petites villes ou les villages, ou même certaines industries. Et de ce point de vue, nous pensons à la faveur de la loi sur la libéralisation du secteur, que nous allons renforcer cette libéralisation-là pour que les privés puissent intervenir, pour que les privés puissent produire. Parce que les privés, en produisant, c'est-à-dire en construisant même le barrage sur les petits cours d'eau, ça ouvre des emplois, ça crée des emplois à ce niveau. Et également, ça va donner de l'énergie, de l'électricité à ce niveau. Également, nous pensons au Mouvement pour la Renaissance dans notre programme, créer une agence de l'efficacité énergétique. Une agence qui va travailler, qui va réfléchir sur tous les obstacles à la production, au transport et également à la distribution. Et cette agence doit travailler en collaboration avec tous les départements ministériels qui peuvent être impliqués dans le secteur de l'énergie pour que l'énergie pour que l'offre d'énergie soit suffisante pour les Camerounais. Maître Fidèle Djoumbissi, pour que l'on ne reste pas dans ce que je pourrais qualifier d'enfumage politique, vous avez une estimation, parce qu'il s'agit quand même d'un secteur qui demande énormément d'argent. Au sein du MRC, est-ce qu'on a budgétisé un tel projet ou alors on est simplement dans l'ordre des promesses? Comment allez-vous procéder? La course au financement se fera à travers le partenariat public-privé ou vous également vous comptez emprunter auprès des bailleurs de fonds? Non, il y a plusieurs types de financement. Il y a d'abord le financement par le partenariat public-privé, comme j'ai relevé tout à l'heure. Il y a aussi le financement par participation publique. Parce que l'énergie relève
l'électricité relève du secteur, du domaine régalien de l'État. Et de ce point de vue, les financements par participation publique seront aussi utilisés pour que nous puissions avoir de l'énergie. Et pour cela, nous ne manquons pas de l'argent pour ça. Monsieur le ministre, on sort définitivement de ce premier sujet avec vous. L'évolution graduelle peut-il garantir une embellie en termes de production et de fourniture de l'énergie électrique? Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu les documents émergents 2035. La fourniture en énergie électrique joue un très grand rôle là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, l'État est en train d'aller crescendo. Je vous ai donné, n'est-ce pas, beaucoup de projets de gouvernement qui impliquent, n'est-ce pas, le développement de l'électricité dans ces secteurs. Bien que le secteur soit privé, libéralisé, vous savez, le gouvernement doit donner l'impulsion pour que le secteur privé suive. Vous comprenez? Et c'est pour ça que le gouvernement n'attend pas le secteur privé, il est en train de faire des efforts pour que les secteurs privés aussi les joignent dans cet effort. C'est ouvert. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise encore. Hein? Tous ceux qui veulent investir dans ce secteur sont de très bienvenus. Et il y a la place pour tout le monde. Vous comprenez? J'ai dit que le secteur de transport est dans les mains de l'État. Nous avons, n'est-ce pas, les réseaux intégrés, non, et les réseaux intégrés qui ne sont pas pour l'instant liés. Et Sonatrach est en train, n'est-ce pas, de construire les lignes électriques pour lier les réseaux nord au réseau sud. De sorte que les nord, qui n'a pas beaucoup de potentiel de ceux hydroélectriques qui sont comme le sud, les secteurs qu'on a beaucoup développés, le sud maintenant va alors alimenter les réseaux nord du Cameroun. Tout ça, c'est dans ces projets qui sont en train d'être réalisés par le RDPC, par le président Biya en place. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, n'est-ce pas? Et il est en train de mettre l'expérience à la disposition des Camerounais. Et je vous dis une chose. Il y a un petit proverbe en anglais qui dit to age is experience and to youth is the future. Vous comprenez? Et donc, avec cette maturité et cette expérience, le président Biya est en train de mettre à la disposition des Camerounais, pour le bien-être des Camerounais, pour le développement des Camerounais, de futur, pour les jeunesse de demain. Maître Fidèle Ndioumbissi, nous sortons de cette première phase d'échange pour amorcer la toute dernière dorsale de cette émission ce soir. Et on va parler cette fois-ci de la question de l'accès à l'eau potable. Au sein du MRC, il y a certes des propositions qu'on va explorer quasiment en fin d'émission. Mais d'abord, sur l'accès à l'eau potable, vous avez le sentiment que sur le terrain, c'est une réalité? Oui, avant d'y arriver, je voulais relever à l'attention des Camerounais et des électeurs que, et surtout la partie septentrionale, que ça fait depuis des années qu'on leur promet qu'on va... Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé publiés en 2017, 1,7 million d'enfants âgés au moins... Et que dans cette partie du pays, on continue à souffrir d'accès à l'électricité. Et que la solution que nous avons proposée est la solution la plus réaliste, c'est-à-dire de développer les parcs et des fermes de plateaux
photovoltaïque avec l'énergie solaire qui est donnée en abondance dans ces parties du pays. Parlons justement de l'accès à l'eau actuel. Pour l'accès à l'eau, c'est le même problème que nous connaissons. Et je sais que le régime en place va toujours évoquer le plan d'ajustement structurel dans la période de crise que nous avons traversée pour justifier le déficit en offre d'eau, en production de l'eau dans notre pays. Il est bien vrai, quand monsieur le défunt Oboufouégué prenait la Sonel, la SNEC, autant pour moi, on était à 40 millions millilitres, à 40 millions de mètres cubes d'eau de production. Je pense, et il a porté la production de 40 millions à plus de 115 millions. 115 millions de mètres cubes. Et lorsque nous sommes sortis du plan d'ajustement structurel, entre 2000 et 2018, il y a eu des financements massifs en matière d'eau. Je pense que dans ce secteur, contrairement au secteur de l'électricité, où le ministre l'a relevé tout à l'heure, qu'il y avait des problèmes de mauvaise gouvernance et de non-respect des droits de l'homme qui ont empêché que nos partenaires habituels dans le financement, dans le secteur d'eau, il y a eu des financements massifs. Et des financements massifs qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Et qu'aujourd'hui, nous nous trouvons en déficit de production en eau dans notre pays. Monsieur le ministre, sur le secteur de l'eau au Cameroun, qu'est-ce qui coince? Bien, je veux vous dire que beaucoup d'efforts ont été faits et l'État continue à faire des efforts pour venir aux besoins de l'eau à la population. L'eau, c'est la vie. Tout à fait. L'investissement dans l'eau n'est pas exactement comme l'investissement, n'est-ce pas, en électricité. C'est légèrement différent, les considérations sont différentes. Peut-être je vais prendre quelques exemples pour vous donner, n'est-ce pas, l'effort que le gouvernement est en train de faire dans ce domaine. Si vous prenez le cas de Douala, la population de Douala augmente très très vite. À nos villes, en général, à cause de l'exode rural. Et c'est un développement un peu anarchique. Vous comprenez? De sorte que la planification du gouvernement ne va pas avec le développement anarchique. Mais le gouvernement fait un effort quand même pour venir aux besoins même de ces peuples qui s'installent anarchiquement dans nos villes. La ville de Douala était alimentée de Moussoumbou. Et il y avait une dizaine de puits de Moussoumbou pour alimenter la ville de Douala. À l'époque, la population de la ville de Douala était à peine 500 000 personnes. Vous comprenez? C'était suffisant. Mais en un rien de temps, avec le développement industriel de Douala, avec les industries qui sont, il y a eu un flux massif, n'est-ce pas, de la population à Douala. Donc l'eau devenait insuffisante. Et les gens s'installaient anarchiquement. C'est pour ça que l'État a investi dans l'eau qui vient maintenant du Mongo. Il y a aujourd'hui 150 000 mètres cubes par jour qui viennent du Mongo. Plus, n'est-ce pas, l'alimentation toujours de Moussoumbou. Vous comprenez? Maintenant, il y a aussi la distribution
qui pose problème. Comme les gens s'installent anarchiquement, ils ont besoin d'eau. Donc la société de distribution aussi, n'est-ce pas, cherche à mettre en bas l'eau vers cette population. Mais la société de distribution, parce que, comme vous savez, on a été obligé de privatiser la SNEC. Non, on a pris une société privée. Et les privés, bien sûr, regardaient du côté rentabilité, n'est-ce pas, de cette distribution. Si on amène les tuyaux ici, est-ce que je vais avoir le retour sur investissement? C'est ça, c'est ce qui nous a posé beaucoup de problèmes, de sorte que, vous voyez, la société, l'État a annulé, n'est-ce pas, le contrat. Ils n'ont pas renouvelé le contrat des sociétés de distribution pour qu'ils prennent les choses en main pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des citoyens camerounais. Vous comprenez? La même chose à Yaoundé. L'eau de Yaoundé venait de Akomnia, près de Mbalmayo, qui a lamenté ma mère. Mais aujourd'hui, avant que j'ai quitté, n'est-ce pas, le ministère, on avait terminé l'étude d'amener l'eau de Sanaga à Yaoundé à 300 000 mètres cubes jour, chose qui est en train d'être réalisée, et je pense que d'ici la fin de l'année, l'eau de Rominé va couler à Yaoundé de Sanaga. Et l'eau qui vient de Sanaga, vous savez, on a un réservoir sur le mont après Montfébela, qui est la colline le plus haut de Yaoundé, et l'eau va couler par gravité dans tout Yaoundé. Ça va nous faire une grande économie, parce que l'eau qui venait de Akomniana, de Mbamayo, on a été obligé de mettre les pompes pour pomper l'eau, n'est-ce pas, à l'auteur, et ça coûtait très très cher. Donc Yaoundé aura l'eau, n'est-ce pas, pour les prochaines 35-40 ans sans problème. Et c'est cette logique que l'État amène maintenant dans toutes les autres villes. Vous comprenez? Et pour le Nord, on continue à intensifier, n'est-ce pas, le forage dans le Nord. Et vers Mora, on a un petit barrage là-bas, un barrage d'eau. C'est l'eau maintenant, on va pomper, n'est-ce pas, vers pas Garoua, comment on appelle, après Garoua, c'est quoi là? Maroua, vers Maroua. Vous comprenez? Oui. Et les autres villes, les autres petites villes qui sont aux alentours. Et il y a d'autres projets pour créer d'autres barrages d'eau, pour satisfaire, n'est-ce pas, à la population de nous. Et encore, c'est un domaine qui demande beaucoup d'investissement. Vous comprenez? Et c'est un domaine où le privé ne vient pas facilement, parce que c'est un domaine qui a une rentabilité très petite. Vous comprenez? Donc l'État doit prendre sa responsabilité. Et si vous regardez encore le document 2035, vous allez voir l'effort que l'État est en train de faire pour arriver à résoudre ce problème d'eau en 2035, parce que cela va accompagner, n'est-ce pas, le développement économique du Cameroun, n'est-ce pas? Maître Fidèle Ndiobissi, la question du déficit en termes de production de l'eau au Cameroun, avez-vous le sentiment qu'avec finalement la rupture du contrat d'affermage de la Camerounaise des eaux et ce retour à l'étatisation de ce secteur-là, on a une meilleure visibilité aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on ait une meilleure visibilité s'agissant du déficit.
parce qu'il s'agit du déficit de production. Et la CDE ne s'occupait pas de la production. La CDE s'occupait seulement de la distribution. Et la production est faite par Kangwata. Donc le problème est au niveau d'abord de la production. Parce que pour qu'on distribue, il faut que la production soit réalisée. Donc le problème se pose au niveau de la production. Il faut d'abord produire pour qu'on puisse distribuer. Donc si la CDE n'a pas été capable d'offrir l'eau à beaucoup de nos populations, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau disponible. Et c'est pour ça que nous disons que le gouvernement en place n'a pas produit suffisamment d'eau pour nos populations. Et M. le ministre vient de le relever. Il a dit dans 35-45 ans, le Yaoundé sera suffisamment approvisionné en eau. J'ai dit que d'ici la fin de l'année, Yaoundé sera approvisionnement en l'eau jusqu'à 2035 avant qu'on commence à réinvestir dans le secteur, s'il vous plaît, suivez-moi bien. Voilà les promesses fallacieuses, les promesses de campagne. C'est pas une promesse. Les promesses de campagne. C'est pas une promesse de campagne, j'ai dit l'eau de Sanaga. Si vous partez à Yaoundé, s'il vous plaît, maître, allez-y voir à Yaoundé. Ça va fournir l'eau à Obala, ça va fournir l'eau à Ebebda et à Yaoundé et tous les petits villages en route. Je vous en prie, je ne suis pas là pour vous dire n'importe quoi. C'est des choses vérifiables sur place. Bon, et je dis que ce sont des choses que quand j'étais au ministère, nous avons fait et qui sont en train d'être réalisées. Très bien. Non, moi, Maître Fidèle, vous réagissez, et mais moi, vous apportez rapidement les propositions du MRC dans ce secteur-là. Oui, je voudrais également relever que le gouvernement en place, en 2011, avait fait la promesse pour la partie septentrionale de faire beaucoup de forages à ce niveau. Et sur le terrain, nous trouvons que rien n'a été fait. Donc la partie septentrionale est sevrée d'eau et c'est la partie du pays qui, comme tout à l'heure, on a parlé de l'accès à l'électricité, c'est la partie du pays qui souffre le plus en matière d'accès à l'eau potable. Et nous pensons que à ce niveau, nous ferons ce qu'il y a de mieux pour que cette partie du pays puisse accéder à l'eau potable. Soyez plus concret, maître, soyez plus concret. Vous ferez mieux, c'est-à-dire que vous allez faire exactement quoi? Ce que nous allons faire dans notre programme, nous avons prévu que la société Kangwata s'occupera essentiellement de la production, dans les grandes villes, Douala Yaoundé, et les villes des chefs-lieux de région. Et il y aura une autre agence régionale, c'est-à-dire agence régionale dans chaque région, pour la production de l'eau dans les villes secondaires, les villes moyennes et en milieu rural. Et cette agence s'occupera de faire les projets et de faire des propositions pour améliorer la production et la distribution de l'eau dans les villes moyennes et dans les zones rurales. Et nous pensons que, s'agissant de l'eau, comparativement à l'électricité, Monsieur le ministre l'a relevé tout à l'heure sur ce point, les financements sont disponibles. Les financements sont bien disponibles. Et dans nos investigations, nous avons remarqué, nous avons observé que ces financements, entre 2000 et 2018, moi je ne parle pas de la période où le ministre Tom Dio a été dans ce département, il y a eu une mauvaise gouvernance, une mauvaise gestion de ce financement, parce que les financements étaient massifs et que si ces financements avaient été bien utilisés, aujourd'hui, les Camerounais, au moins en zone urbaine, devraient avoir de l'eau potable en quantité suffisante, en offre abondante. Et nous pensons que au lendemain du 7 octobre, nous allons revoir les procédures de passation de marché
les améliorer pour permettre à ce que qu'il n'y ait que l'exécution des marchés soit bien faite et qu'il n'y ait plus de détournement de financement destiné à la production, à la fourniture de l'eau. On va sortir. Je vais réagir. Vous allez 30 secondes. Excellence, vous allez réagir justement. Je vous relance. Vous allez réagir. 30 secondes. Plus que 30 secondes, Excellence. Vous allez avoir plus que 30 secondes. Vous allez réagir à ces propos, mais vous allez peut-être nous apporter également quelques éléments de compréhension sur l'évolution de ce dossier de l'eau pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont vous êtes l'un des cadres. Est-ce que ce document de stratégie pour la croissance et de l'emploi inclut de manière graduelle une réduction des problèmes liés justement à l'accès à l'eau potable? Merci beaucoup. Encore, nous parlons d'un domaine technique. Hein. Il faut qu'on fasse très attention, et surtout quand on parle de l'eau. Quand vous donnez la mauvaise eau à la population, les conséquences sont désastreuses. Maladies hydriques et autres, oui. Dans l'État, dans le cadre de la décentralisation, avait déjà songé à donner dans chaque région, n'est-ce pas, la possibilité de développer leur propre alimentation en eau potable. Il y a des problèmes de financement. Bon, on peut peut-être pouvoir trouver le financement, mais il y a le problème technique, n'est-ce pas? Parce qu'il faut avoir des techniciens pour pouvoir travailler dans cette gestion d'eau. Ce n'est pas chose donnée. Nous n'avons pas assez de ces techniciens pour, du jour au lendemain, n'est-ce pas, envoyer dans des provinces où les provinces elles-mêmes devaient, n'est-ce pas, former leurs propres techniciens. C'est un aspect très important. Okay? Dans certaines régions, c'est plus facile l'investissement que dans d'autres. Vous comprenez? Donc, chaque région a sa spécificité. Et cette spécificité doit être étudiée pour pouvoir fournir ces départements-là en eau potable. Le septentrion, surtout, est un peu plus difficile parce qu'ils n'ont pas de cours d'eau à côté. Mais il y a des solutions. Ça peut être plus coûteuse. Mais c'est pour cela que l'État, maintenant dans les septentrions, multiplie beaucoup, n'est-ce pas, de forages pour donner l'eau à la population en attendant, n'est-ce pas, des grands investissements. Je peux vous dire, par exemple, pendant la saison pluvieuse, il y a beaucoup de l'eau dans les septentrions. On peut capter cette eau-là, créer des barrages, en créant des barrages, n'est-ce pas? Hein? Et cette eau-là, on les traite et maintenant on distribue comme l'eau potable à la population. On pouvait même faire autre chose avec cette eau. On pouvait faire l'agriculture avec, on pouvait faire, n'est-ce pas, la pêche avec, et vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui demandent beaucoup d'investissement. Construire un barrage, ce n'est pas chose facile, il faut trouver les financements pour le faire. Donc, toutes ces choses-là, l'État a mis dans son programme. L'État n'a pas laissé, n'est-ce pas, à cela. L'État envisage de faire tout ça, mais tu ne peux pas tout faire un jour. Ça prend du temps. Ça prend des techniciens pour réfléchir et mettre en place et programmer et mettre un programme pour la réalisation. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas question de mal gouvernance, je dis c'est domaine technique, n'est-ce pas? Il y en a rien, il va y avoir de mal gouvernance.
n'est-ce pas? Ce sont les techniciens qui travaillent. Moi, je suis un technicien de travail dans ce département. Vous comprenez? C'est un département, c'est quelque chose que je connais bien. C'est mon domaine. Vous me parlez de malgouvernance? Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Malheureusement, Maître Fidèle Djoumbissi, ce sera en un mot parce que cette émission est quasiment terminée. Vraiment, également, je suis d'accord avec le ministre qu'il y a un problème de technicité et que c'est curieux que à la Kawata, on trouve depuis des années qu'on nomme des administrateurs civils au lieu de nommer des techniciens qualifiés comme lui. On a vu le feu ministre Oubou Fégué qui a travaillé à la SNEC et ça marchait bien et ça rentre dans la malgouvernance. Également, je voudrais relever que s'agissant de la partie septentrionale, comme M. le ministre l'a relevé, moi j'étais à Pousserie l'année dernière, en période de saison de pluie, j'ai vu que tout Pousserie était mouillé. C'est-à-dire quand il a plu, tout Pousserie est inondé. Et je me suis demandé comment on peut qu'on peut dire qu'il y a un problème d'eau dans cette partie du pays, parce que ces eaux-là peuvent être canalisées, peuvent être captées, les eaux pluviales. Et c'est pour ça que dans le programme du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il est prévu que ces eaux-là, on va créer des stations de traitement des eaux pluviales pour donner à la population et également pour faire l'agriculture et autre chose. Merci d'être venus tous les deux. Je vous remercie, Maître Fidèle Djoumbissi, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont le professeur Kanto est candidat à la magistrature suprême cette année. Je remercie également le docteur Michael Nganko Tomjo, ancien ministre de l'eau et de l'énergie, cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et j'en oublie. Mille fois merci, Excellence, d'être venu. Merci également pour l'échange courtois. J'aurai le privilège et le plaisir de vous retrouver très prochainement sur nos antennes. Bonne soirée à tous.